Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de l'IFJR, le 16e. On va laisser un petit peu de temps à l'ensemble des participants pour qu'ils puissent se connecter. Alors, on va attendre 2 petites minutes en plus. Bonjour, bienvenue. Alors, vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas les réactiver. Par contre, vous pouvez vous renommer et activer vos caméras si vous souhaitez. Bonjour, bienvenue aux nouveaux participants. Bienvenue sur ce webinaire. Je reconnais des noms. Euh, alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Vous avez vos micros coupés. Vous pouvez vous renommer. Vous pouvez aussi activer vos caméras si vous souhaitez. Donc, on est sur le webinaire de l'IFJR, le 16e, qui va traiter de l'information auprès des personnes auteurs avec un retour d'expérience de Marion Goulesque et Émilie Berry, qui sont toutes les deux CPIP. Euh, Alors, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu présente à notre invitation et de participer aujourd'hui. Je sais que le temps des professionnels est précieux. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer le webinaire, je vais donner quelques règles, quelques indications concernant le webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube un petit peu plus tard. Vous ne pouvez pas parler librement, mais vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. C'est un onglet en bas de votre écran que vous avez. Ça s'appelle Chat ou discuter. Et vous pouvez écrire vos questions, vos remarques. Toutes les questions d'ordre général vont être traitées par mes collègues. Donc, vous trouverez une réponse dans le chat. Pour ce qui est des questions qui concernent le sujet d'aujourd'hui, on prendra quelques minutes à la fin de l'intervention d'Émilie et Marion pour qu'elles puissent vous répondre. Et pour les questions qui ne pourront pas être traitées dans cette vidéo, il y a une FAQ qui sera disponible sur notre site internet. Alors, euh, aujourd'hui, donc, on traite de l'information auprès des personnes auteurs. On a déjà traité de l'information en justice restaurative dans notre 7e webinaire que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Et il nous semblait vraiment important de pouvoir traiter de son pendant du côté de l'administration pénitentiaire. Euh, Peut-être pour, en propos introductif, vous dire que l'information sur la justice restaurative, c'est un droit, mais qu'aujourd'hui, cette information, ça reste un enjeu sur certains services, sur certains territoires. Donc voilà pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet avec Marion Goulesque, qui est CPIP au SPIP de Haute-Garonne, dans le sud-ouest, et Émilie Berry, qui est CPIP au SPIP de La Réunion, et qui pourront vous présenter la manière dont elles délivrent l'information sur leur territoire respectif. Sans plus tarder, je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter et vous présenter leur travail. Je vous souhaite un bon webinaire et encore merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Merci.
Merci à toi pour l'invitation. Du coup, je débute. Donc, Émilie Berry, je suis CEPIP. Je suis au SPIP de La Réunion depuis 2009. Donc, moi, j'ai découvert ce qu'était la justice restaurative en 2015 lors d'un colloque qui avait été organisé à l'Université de La Réunion. Ensuite, j'ai été formée en 2017 alors, à l'animation des RCV, RDV à l'ENAP et à l'animation des médiations restauratives directement à La Réunion, puisqu'on a eu la chance d'avoir des sessions de formation à La Réunion directement. Moi, j'ai déjà animé 3 médiations restauratives. J'en ai une qui est en cours. La première, je l'avais animée en binôme. Et ensuite, avec Océane, on a voulu aussi animer une rencontre condamné-victime qu'on n'a pas réussi à mener à terme, faute de participants. Concernant la Réunion, un petit point rapide, en 2023, on était 11 animateurs actifs, dont 4 au SPIP. Sur l'information, on a mené 10 actions d'information auprès des personnes directement concernées. Donc, ça fait 227 personnes qui ont été informées. On a eu donc une rencontre condamnée-victime qui a débuté, qui n'a pas pu être menée à terme dans le sud de l'île, et une autre dans le nord de l'île sur les violences conjugales qui, elle, a été menée à terme avec une rencontre bilan en février 2024. Concernant les médiations, 15 animations de médiation restaurative en 2023, dont 4 par des CEPIP. Et puis, l'importance pour l'information de sensibiliser tous les autres professionnels qui gravitent autour de nous. Et donc, en 2023, ça a été 33 actions d'information des professionnels et donc 400 professionnels touchés. Alors, ce qui est important, c'est de permettre de donner l'information à tous les stades de la procédure. C'est pour ça qu'on vise beaucoup de professionnels, que ce soit les avocats, les magistrats, les missions locales, tous les acteurs des soins. Et la limite de ces informations, c'est que dans toutes ces structures, il peut y avoir un turnover important des professionnels et donc il est nécessaire de sensibiliser assez régulièrement pour que l'information continue à circuler. Voilà pour ma présentation. Merci. Donc, je vais prendre la suite. Donc, moi, c'est Marion Boulesque. Je suis CEPIP à Toulouse en milieu ouvert depuis 5 ans. J'étais avant CEPIP dans le SPIP 93 en Seine-Saint-Denis. Donc, du coup, moi, la justice restaurative, je suis sensibilisée depuis mes études, puisque j'ai fait un master 2 de criminologie à Pau. Donc, c'est une thématique que je connais depuis un petit moment. Et suite à la loi de 2014, on a eu la volonté, donc au SPIP 93, de se saisir un petit peu de la justice restaurative. Et on a créé un groupe projet dans la volonté de mettre en place des rencontres, et on a été formés, du coup, nous, directement sur le SPIP 93 avec mes collègues, du coup, au module 1 et au module 2 de l'animation de rencontres condamnées-victimes. Et ensuite, donc, je suis arrivée à Toulouse en 2019. Donc, à Toulouse, la justice restaurative, elle était déjà en place depuis un petit moment. Et il y avait déjà des mesures, dont des médiations et déjà une RCV qui avait été menée. Pour ma part, donc, j'ai animé une rencontre condamnées-victimes cette année sur la thématique des violences sexuelles, qui s'est terminée là très récemment, en avril 2024. Voilà pour mon action sur la justice restaurative. En ce qui concerne quelques chiffres, du coup, sur la Haute-Garonne, donc on est 6 animateurs considérés comme actifs, donc sur tout type de mesures, hein, que ce soit CSR, médiation ou rencontres. Il y a une dizaine de médiations qui ont été initiées. Il y en a une qui vient d'aboutir assez récemment. Et en tout, on a eu 3 rencontres condamnées victimes qui ont été menées sur le SPIP de Toulouse, et voilà, qui ont été menées et qui ont abouti aussi. Et donc 2 sur les violences sexuelles et une sur les vifs. Je voulais aussi évoquer le fait que cette année, on a fait, comme un petit peu au SPIP de La Réunion, beaucoup d'actions, du coup, d'information. Alors, c'est lié déjà aux actions qu'on a mis en place. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, le film Je verrai toujours vos visages, qui, à l'occasion, nous, on a été beaucoup sollicités sur des cafés, des ciné-débats, voilà. Et de notre côté, au SPIP à Toulouse, on a fait cette année 2 grandes actions. Donc, des ciné-débats à la maison d'arrêt de Seyss, et on a fait aussi un café restauratif que je développerai un peu plus tard, du coup, voilà, dans l'objectif d'informer à la fois les auteurs, hein, essentiellement pour nous du côté du SPIP, mais aussi un petit peu
voilà, tous les partenaires avec lesquels, on peut travailler. Voilà pour le premier élément. Merci beaucoup pour ces présentations très complètes. Donc, au SPIP de La Réunion et sur Toulouse, ce sont des territoires qui sont assez dynamiques sur le développement de la justice restaurative, qui ont pas mal de recul. Est-ce que vous pouvez nous présenter la forme sous laquelle vous délivrez l'information, ou les formes peut-être sous lesquelles vous délivrez l'information, et si vous avez identifié des bonnes pratiques que vous souhaiteriez partager aux collègues? Oui, alors je vais prendre la main pour cette, thématique en premier. Du coup, alors ce qu'on avait fait nous, pour le SPIP du 93, c'était on avait eu la volonté, de sensibiliser un maximum de personnes et donc on avait créé des affiches qu'on avait, distribuées, qu'on avait seulement évidemment mis au SPIP dans la salle d'attente, hein, mais on avait pris aussi l'initiative donc de mettre, un affichage et des flyers, dans plusieurs, donc on avait démarché, les permanences délocalisées, les commissariats, les salles d'attente des associations. Ça nous avait pris quelques demi-journées d'aller démarcher, mais on avait fait, voilà, plusieurs démarches d'information. Donc ça, c'était vraiment, maintenant il y a quelques années, donc les prémices un petit peu de l'information et plus récemment donc au SPIP de Toulouse, on avait mis en place donc après, hormis les grandes actions que je vous ai présentées, on fait aussi de l'information donc individuelle lors des entretiens. Par le biais on a créé en fait des fiches réflexes qu'on a collées dans chaque, box, d'entretien, qui permet à chaque CPIP lors de ces entretiens, de pouvoir faire une information, complète ou considérée comme complète, en tout cas une première information sur la justice restaurative si la personne en fait la demande ou si, voilà dans le cadre, du premier entretien. Hem, donc on fait aussi, sur ces affiches, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou que ce soit ici au SPIP à Toulouse, on met toujours donc un mail et des coordonnées, que les personnes peuvent contacter, enfin voilà, pour avoir une réponse en premier abord. Donc dans les un petit peu ce qu'on avait évoqué, dans les limites qu'on peut rencontrer parfois sur ces affichages, hein, c'est qu'il faut toujours avoir, quelqu'un qui répond en fait aux mails ou au téléphone en fait de ces affiches et que ce soit en Seine-Saint-Denis ou ici à Toulouse, c'est parfois un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées, de toujours être en mesure de donner, suite à ces affichages qu'on a fait puisque le personnel change, parce que, il y a pas toujours, voilà la disponibilité. Tout récemment, je voulais évoquer aussi depuis septembre 2024, il a été à l'initiative du coup du groupe de travail là sur, le SPIP 31, un affichage, enfin une information, un affichage sur, le temps des BEX dans les bureaux d'information. Quand on informe en fait les personnes qui viennent au SPIP collectivement de la peine, le premier entretien qu'on réalise. On a mis en place, en fait, pareil, une fiche réflexe parce que nous, ça tourne, c'est plusieurs CPIP qui sont en mesure de réaliser, ces accueils collectifs et donc on a mis alors c'est pas encore complètement mis en place, mais en tout cas, les fiches réflexes sont là, de présenter la justice restaurative de manière collective lors de ces premiers entretiens quand les personnes arrivent au SPIP suite à une condamnation. Donc ça, c'est tout nouveau, on vient juste de le mettre en place, hein. Voilà. Donc ça, c'est les actions, qu'on a mis en termes d'information, récemment. Super, merci beaucoup, Marie. Émilie, je te laisse prendre la suite. Alors, moi, concernant l'information, si on veut d'abord parler de l'information systématique, nous, elle se fait surtout par des affiches et des flyers. Alors, moi, j'ai été formée en 2017, mais on a quand même eu une période de battement jusqu'à 2019, l'arrivée d'Océane, donc en tant que coordinatrice. C'est ça qui nous a aidé à structurer les choses et notamment à structurer l'information. Donc, la mise en place des affiches, par exemple, elle s'est faite à ce moment-là dans les bureaux d'entretien, dans les salles d'attente, dans les permanences délocalisées, à la maison d'arrêt, chez les différents partenaires. Les flyers, pareil, on essaye d'en avoir toujours avec nous et d'en distribuer un maximum quand il y a les ateliers, quand il y a la RJ Week. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on essaye de penser. Moi, dans ma pratique de CPIP, je ne fais pas d'information systématique pendant les entretiens. Parce que quand on commence une prise en charge ou qu'on fait les entretiens BEX, il y a déjà beaucoup d'informations à donner et ce n'est pas forcément le bon moment pour que cette information-là, elle passe, qu'elle soit entendue, qu'elle ait sens. Donc, c'est plutôt dans mes suivis.
que je vais faire cette information, parce que je pense qu'en tant que CEPIP, avec notre expérience, avec l'analyse qu'on a, avec le lien aussi qu'on crée avec les personnes, on va être à même de déceler à un moment donné que les attentes de la personne sont des attentes qui peuvent correspondre à la JR. Donc moi, c'est vraiment à ce moment-là que je fais l'information et que je discute des dispositifs avec les personnes. Pour donner un exemple, récemment, j'ai un monsieur en suivi, en milieu ouvert, qui a été condamné pour des agressions sexuelles pour sa fille. Et il commence à parler de pas mal de choses, d'un lien qu'il voudrait reprendre, des répercussions sur lesquelles il voudrait échanger, de savoir comment son ex-femme, elle vit les choses et tout ça. Ben, dans ma tête, tout de suite, c'est des attentes JR. Donc, je lui parle du dispositif, il en avait vaguement entendu parler. Je lui propose d'avoir une information plus précise. Et au final, ben, je sais, puisque je suis dans le groupe projet, je sais que ce monsieur, il a débuté une médiation restaurative. Donc, je pense que nous, les CEPIP, quand on s'approprie ces dispositifs-là, quand on connaît bien les garanties et tout ça, on est à même d'en parler et que cette information-là, orale, elle est très importante pour que aussi les orientations puissent se faire et qu'elles aboutissent à des dispositifs. Après, le problème, c'est d'avoir suffisamment de personnes ensuite pour prendre en charge l'information. Mais c'est vrai que notre rôle de CEPIP est important dans cette information. Merci beaucoup. Ouais, donc on voit vraiment que l'information, elle se fait à plusieurs niveaux et que de pouvoir coupler toutes ces manières d'informer, ça peut être intéressant. Émilie, est-ce que tu pourrais nous parler de l'action phare de, d'information justice restaurative? Tu veux parler de l'information collective? Oui, c'est quelque chose que vous faites pas mal à la réunion. Alors en fait, c'est vrai qu'on trouve que c'est important aussi de pouvoir informer de manière collective et d'informer directement les auteurs. Donc on a mis en place des dispositifs, des ciné-débats à la maison d'arrêt de Saint-Pierre. La première fois, c'était avec le film Je ne te voyais pas. Ça a été un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de sous-titres, parce qu'il y a une partie qui n'est pas en français. Donc, comme on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés en lecture, il fallait tout lire. Donc, c'est vrai que le support n'était pas des plus appropriés, mais en tout cas, ça avait quand même, ça avait fait sens. Il y avait quand même eu des questions. Après, depuis le film Je verrai toujours vos visages, ben, là, c'est clair que le support, il est hyper adapté. Donc, avec ce support-là, on a refait 3 ciné-débats sur la maison d'arrêt. Donc, ça se fait en lien avec le coordinateur culturel qui, lui, gère toute la partie logistique. Voilà, l'affichage en détention, les listes, la réservation des salles. Je le fais toujours en animation avec un bénévole, en principe, parce que les bénévoles, ça leur permet aussi de découvrir la maison d'arrêt, de participer à ce dispositif, d'échanger sur leur expérience de bénévole. J'essaye aussi de faire venir mes collègues CEPIP. On a un nouveau directeur, par exemple, qui est arrivé, il est venu. Donc, voilà. Après, l'avantage, on est en maison d'arrêt, donc on informe en pré-sententiel et en post-sententiel. Honnêtement, avec le support Je verrai toujours vos visages, les choses sont très claires. Alors, il faut quand même que les... Alors, moi, j'ai toujours peur qu'ils ne tiennent pas tout le long du film. Les 20 premières minutes sont assez décisives, mais finalement, ils sont toujours tous restés. Beaucoup de questions à la fin sur est-ce que ça existe à La Réunion, parce qu'au final, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc, est-ce que ça existe? Quels sont les dispositifs en place? Qui est-ce qu'on contacte pour le faire? Et on voit qu'à l'issue de ces ciné-débats, on a beaucoup de demandes d'informations plus précises, donc qui là seront en individuel, soit par la coordinatrice, soit maintenant beaucoup plus par les bénévoles, puisqu'il y a eu beaucoup de demandes d'informations. Merci beaucoup, Émilie. Marion, je te laisse présenter du coup ton information phare aussi que vous développez sur le SPIP de Toulouse.
Merci. Donc, du coup, cette année, à Toulouse, on a développé ce qu'on a appelé un café restauratif. Alors, on s'est un peu inspiré de ce qui avait aussi pu être fait ailleurs, mais on l'a fait sous une forme un petit peu différente, hein, puisqu'on est parti du constat où on avait du mal, nous, à informer. Du coup, alors là, c'est spécialement l'information vraiment auteur, vraiment. Et puis nous, c'est vraiment sur du milieu ouvert, là, pour le coup. Voilà, on a eu envie de faire une journée un petit peu, une demi-journée même phare, où on allait sensibiliser un maximum de personnes qui étaient convoquées au SPIP. Donc on a choisi, on arrive à avoir avant, en extrayant les informations sur API, le nombre de personnes qui peuvent se présenter sur une demi-journée. Donc on a pris des demi-journées pour lesquelles on sait qu'on a beaucoup de convocations. Donc on est parti sur une matinée où on avait 60 PPSMJ qui étaient convoqués, 67 sur la matinée. Donc on a organisé, une entrée un petit peu, on se mettait un peu sur le devant, avec, du coup du café, des petits gâteaux, des choses comme ça et on accueillait les personnes avant même qu'elles rentrent dans le service, hein, pour leur présenter, alors de manière, très générique, hein, pour le coup, on n'était pas dans le cadre d'une information complète et très développée, mais, à minima, ce que c'était que la justice restaurative et surtout communiquer l'information qu'au SPIP 31 on le fait, c'est quelque chose qu'on met en place, hein, qui existe, hein, et qu'à tout moment, s'ils veulent avoir plus d'informations, si ça les intéresse, s'ils veulent le développer, on est disponible. Donc là, on nous donnait, nos coordonnées professionnelles ou celles du service, voilà. Le but vraiment de cette action, c'était sur un temps qui est un peu plus informel, mais en même temps qui est, à la fois, voilà, on ne pouvait pas nous louper, en gros, on était vraiment sur le devant. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était dit que toutes les personnes qui, on n'obligerait personne à écouter ce qu'on avait à dire. Voilà, on allait vers les gens, on leur proposait un café qui était très souvent accepté, et on disait voilà ce qu'on avait, la thématique qu'on voulait évoquer rapidement avec les personnes et on n'a eu aucun refus. Il y a vraiment personne qui nous a dit: «Ah non, moi ça m'intéresse vraiment pas, j'ai pas envie d'entendre, c'est hors de question» et tout ça. Enfin, vraiment toutes les personnes vers qui on a été à la rencontre, elles ont été, particulièrement réceptives sur ce qu'on avait à dire. Donc on a présenté, comme je vous disais, les mesures enfin ce que c'était que la justice restaurative, les mesures qu'on mettait en place au SPIP et voilà la possibilité, de nous contacter. Après, du coup, ça demande quand même un peu de préparation, notamment alors bon, évidemment, les achats, divers et variés pour organiser, la matinée, mais c'est surtout en termes de sensibilisation, du coup, des autres collègues. Voilà, parce qu'on est quand même un gros service, il y a beaucoup de turnover sur les convocations, l'accueil, le fonctionnement. Donc, voilà, il était important qu'on prévienne déjà, en amont tous nos collègues, qu'on leur explique comment ça allait fonctionner. Hem, Leur communiquer le fait qu'il allait sûrement y avoir quelques minutes de retard sur les convocations, que ça pouvait générer certaines personnes on les a reçus 5 minutes, mais d'autres, ça a duré, beaucoup plus longtemps puisqu'il y avait des questions, des échanges, il y a même eu des petits moments, de débat. Le bilan de cette journée pour nous, il a été vraiment positif dans le sens où on a pu effectivement alors là, en termes d'information, de sensibilisation des auteurs, je pense qu'on a fait, un petit carton plein. En tout cas, on a pu nous délivrer l'information comme on le souhaitait, dans le contexte qu'on le souhaitait. On a trouvé que la réceptivité, elle était meilleure dans ce contexte-là que lors d'un entretien qui a déjà commencé où, parfois les personnes arrivent avec, des choses, à exprimer, voilà. Là, c'était avant. On pouvait aussi les recevoir après s'ils le souhaitaient. Certains nous ont fait cette demande en disant: «Ah, moi là, je suis un peu stressé, je préfère le faire après». On était toujours là de toute façon à la sortie, donc c'était possible aussi. Voilà, donc on a eu quand même, je dirais une dizaine de personnes qui ont manifesté un intérêt réel en nous disant, voilà, en laissant des coordonnées, en disant qu'elles souhaitaient être recontactées, avoir plus d'informations, voilà. Après, ça posera les questions qu'on abordera un peu plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aussi, de l'ensemble de cet intérêt qu'on a pu susciter chez certaines personnes? Qu'est-ce qu'on en fait et comment le mettre en place après rapidement une fois qu'on a suscité, ces éléments-là? Voilà pour l'action, du café restauratif, mais on a plutôt eu un bilan, positif et dans la perspective des prochaines semaines, ça serait de refaire, de manière ponctuelle, tous les 2 3 mois, une action phare un petit peu comme ça, pour, pour installer ça de manière durable et savoir que ça existe et que voilà. Et on avait fait aussi juste pour terminer, un affichage quand même en amont aussi en prévenant qu'il allait y avoir cette journée-là pour les personnes qui sont convoquées au moins 1 mois ou 2 mois avant. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui avaient vu l'affiche dans la salle d'attente et qui ont demandé à leur CPIP d'être convoquées le jour du café restauratif pour, pouvoir, avoir ce temps d'échange. Voilà. OK. Bon, super intéressant. Merci beaucoup, Marion. Et effectivement, la question, de ce qu'on fait, ensuite, ça se pose pour pas mal de professionnels. Émilie, je te propose qu'on parle un petit peu du partenariat sur la Réunion. Je vais vous partager le schéma départemental qui a été organisé à la Réunion concernant l'information. Euh,
Tac. Si tu veux peut-être en parler le temps que j'arrive à ouvrir Alors, le ouais, lien. donc c'est vrai que depuis 2022, on s'est aperçu que l'information passait énormément par les partenaires. Donc nous, il faut savoir que dans les groupes projets qu'on fait une fois par mois, voilà, il y a beaucoup de partenaires qui échangent avec nous sur la justice restaurative, notamment Lara Juffa, le Réseau Vif, qui est une association spécialisée dans la prise en charge des auteurs et des victimes de violences conjugales. On a aussi les collègues de la mission locale. Et donc, en fait, ces partenaires qui participent au groupe projet ou avec qui on travaille de manière étroite se sont saisis de la justice restaurative et en fait, ils en parlent dans le cadre de leurs interventions. Donc, par exemple, le Réseau Vif, ils font des stages de responsabilisation en milieu fermé à la maison d'arrêt. Et dans ce stage, ils évoquent la justice restaurative. D'ailleurs, le dernier stage, il y a eu beaucoup de demandes d'informations complémentaires suite au stage de responsabilisation. La mission locale, eux, pareil, ils sont super dynamiques sur la justice restaurative. Ils ont mis en place des ateliers de justice restaurative et à chaque fois qu'ils ont des événements particuliers à destination de leurs jeunes, il y a toujours un petit stand de justice restaurative pour qu'on puisse venir échanger et parler des dispositifs. On parle des partenaires, mais encore un petit mot aussi pour les bénévoles qui, eux aussi, participent à l'information, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler, en faisant les entretiens d'information, que ce soit à la maison d'arrêt ou à l'extérieur. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver de toute façon ce schéma départemental pendant le replay. Voilà. Euh, merci beaucoup pour ces partages. Euh, on va passer au sujet qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire quand l'engagement n'est pas immédiat pour les personnes pour diverses raisons, que ce soit des décisions personnelles des personnes ou l'impossibilité du service de répondre à ces demandes. Comment s'organise cette phase de transition? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Du coup, c'est effectivement une thématique à laquelle on est confronté. Alors j'ai vu qu'il y avait une remarque, dessus là, peut-être on peut la lire, il y a quelqu'un qui a demandé, disant donc elle était CPIP en milieu fermé dans le 71, que les détenus sont orientés pour un entretien d'information sur la justice restaurative auprès d'une collègue et des CPIP formés JR. Ce qui est délicat, je trouve, c'est de donner l'information, mais de leur dire que pour l'instant, il n'y a pas de RCV, RDV mise en place à l'établissement. Nous travaillons sur un ciné-débat dans un cinéma pour le grand public. Je crains qu'on fasse ensuite face à des demandes à laquelle nous aurons des difficultés de répondre. Donc voilà, je viens de lire cette remarque qui a été envoyée sur ce message sur le chat. Effectivement, c'est tout à fait, on remarque exactement la même chose, hein, nous, sur le terrain. Pourtant, on met en place des choses. Mais cette année, par exemple, alors il y a 2 choses. Il y a un aspect qui est, pour moi, un petit peu, le plus négatif, en fait, c'est qu'on a des sortes de listes d'attente et je vais développer là-dessus. Comment les prendre en charge et comment, traiter ces demandes quand on n'a pas toujours le temps ou qu'on n'a pas les bonnes actions au bon moment. Et ensuite, il y a quand même, là-dedans, pour le coup, des choses aussi très positives et ça a été le cas de la RCV que j'ai animée cette année, puisque le fait qu'il y ait une liste d'attente du côté des auteurs et des victimes a fait qu'on a pu monter une action, avec, beaucoup de rapidité et de pertinence. Donc, voilà, il y a 2 choses. Heu, donc nous, à Toulouse, comment on procède? Quand on a des orientations, et c'est quand même assez régulier, on a un tableau qu'on tient à jour, où on inscrit les personnes, quel type de mesures elles veulent faire et voilà. Ce tableau, on le met à jour régulièrement. Quand on fait, du coup, quand on a une réunion du groupe projet, on en reparle, on demande, voilà, les demandes sont toujours actuelles. Voilà, nous, on a un tableau qui oscille entre 20 et 25 personnes qui sont inscrites, voilà, sur des demandes, notamment pour des RCV, mais aussi des médiations. Et je dirais que sur ce tableau, il y a 3 personnes actuellement, hein, qui sont vraiment impatientes et pour lesquelles on a un peu de mal à donner une suite immédiate à leurs demandes. Puisqu'une fois qu'on a suscité, du coup, le désir de participer à une mesure de justice restaurative, bah, il y a des personnes, en fait, elles pensent que c'est vraiment le bon moment et nous, on a toute cette difficulté, en fait, à leur dire: «Ah,
ça va venir, on est en train de monter une nouvelle action, il faut patienter un petit peu. Et des fois, on s'est rendu compte que c'est pas toujours simple de décaler dans le temps une personne qui est prête à un moment, elle sera peut-être plus dans un an ou elle était peut-être pas, voilà. Donc trouver la bonne adéquation entre le moment où la personne est sensibilisée, informée et qu'elle a souhaite participer et nous, ce qu'on peut sur le terrain, mettre en place derrière, c'est pas toujours évident. Parfois, ça peut créer des frustrations sur certaines personnes, mais aussi sur certains professionnels, hein, puisque on fait beaucoup de travail d'information, que des fois on a des belles listes et des belles choses et que pour tout un tas de raisons, d'organisation du service et voilà, tout ce que peut demander, la mise en place d'une mesure, c'est parfois le timing n'est pas exactement le même entre, les demandes, que ce soit côté auteur, côté victime, mais aussi ce que nous on est en mesure de faire, sur le terrain. Après, comme je le disais, c'est aussi un outil qui peut être hyper intéressant, enfin, les listes d'attente, c'est comme ça qu'on l'appelle ici parce qu'on n'a pas d'autre nom, mais bon, en tout cas, un vivier de personnes qui sont très intéressés pour participer à une rencontre. C'est que là, nous, quand on a monté la rencontre, la dernière rencontre qu'on en est victime, donc on a commencé les entretiens préparatoires au mois de septembre, tout début septembre, et fin décembre, on avait terminé. On avait fait entre 5 et 7 entretiens préparatoires par personne, mais au final, le vivier était tellement important de personnes qui étaient motivées que les personnes, on n'a pas du tout eu les démarches à rechercher des auteurs ou des victimes, comme ça a pu être le cas sur la première rencontre qu'il y avait eu ici sur la même thématique, voire sur la deuxième, moins, hein, mais quand même. Donc forcément, il y a tout un travail derrière entre le film, entre le travail qui a été fait avec la cour d'appel. Enfin, il y a plein d'éléments, mais à Toulouse, en tout cas, on a quand même un vivier de personnes, auteurs et victimes qui est important. Et de ce côté-là, l'information, pour nous, elle a été mais tellement pertinente dans la mise en place de cette action avec des personnes motivées, prêtes à intégrer des groupes. Et du coup, les entretiens préparatoires, ça a été mais fluide. Alors forcément, il y a eu des personnes qui n'ont pas pu participer jusqu'au bout avec tout ce qui existe dans la préparation, hein. Mais pour nous, ça a été, on l'a senti vraiment, ça a été un gros plus d'avoir comme ça une liste de personnes prêtes à participer et mmh et déjà informées et déjà sensibilisées et bon là, c'est pas trop la thématique d'aujourd'hui parce qu'on est vraiment concentré sur les auteurs, mais on avait la même chose du côté des victimes et en fait, en 4 mois, on avait fait des entretiens préparatoires. Début janvier, on commençait les rencontres, tout début février, on avait terminé les 5 rencontres. En avril, on faisait l'action bilan et c'est une mesure qui s'est déroulée de manière très fluide et je pense que tout ce travail qu'il y a eu en amont d'information, même si on n'a pas pu toujours donner au bon moment, une suite, hein, en tout cas, il y avait, ça pour la mise en place après des mesures de justice restaurative, c'est quand même déterminant. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, cette année sur Toulouse. Merci beaucoup. Émilie, comment ça se passe pour vous lorsque les personnes manifestent leur intérêt? Alors nous, elles sont donc d'abord revues pour l'entretien d'information un peu plus poussé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, si elles sont toujours intéressées, on évoque chaque situation en groupe projet et on détermine les animateurs qui peuvent se saisir de l'animation. Alors, on a pas mal de médiations qui restent en attente un petit peu, quoi, parce qu'on n'est pas beaucoup d'animateurs pour l'instant. Sur les chiffres, on avait eu 60 orientations en 2022, 73 en 2023, donc on voit que ça augmente. Et effectivement, ça, c'est les limites ou les défis qu'on a pour les mois à venir. C'est justement là-dessus de voir, d'être plus nombreux en tant qu'animateur, parce que ça, c'est sûr que c'est une difficulté. Il faut à chaque fois un peu réactiver les choses. Alors nous, je vois, on a eu une petite période de latence. Là, le dernier groupe projet, on était à nouveau nombreux, donc il y a plusieurs médiations qui vont démarrer là dans les mois à venir, alors qu'on avait été toute une période sans démarrer de médiation. Mais en tout cas, je pense qu'on manque encore d'animateurs, donc effectivement, ça peut créer de la frustration. Animer plusieurs médiations en même temps, c'est compliqué, en tout cas pour nous, professionnellement, en tant que CEPIP, en plus de notre charge de travail, c'est compliqué. C'est compliqué en termes de temps, c'est compliqué aussi en termes de disponibilité psychologique parce que c'est quand même lourd, les animations. Donc voilà, et puis, comme le disait la collègue dans sa remarque, c'est vrai que pour les RCV, RDV, il y a la difficulté de la thématique qu'on choisit. Nous, avec Océane, on avait par exemple choisi la thématique des violences volontaires.
Et au final, on n'a pas pu constituer le groupe. Bah, après, quand on n'arrive pas à mener le groupe jusqu'au bout, on s'interroge, on a réfléchi sur pourquoi. Effectivement, la thématique, il faut réussir à bien la déterminer en fonction des profils qu'on a et pas forcément se baser parce qu'on a des gens qui sont sur liste d'attente depuis longtemps et qu'on a envie d'intégrer sur un groupe parce qu'on sait qu'ils attendent, parce qu'on sait que vraiment ils ont envie de participer au groupe. Bah, ça sera pas forcément, possible, en tout cas pas dans l'immédiat, quoi. Et je pense qu'il faut être conscient que c'est une des limites effectivement de la justice restaurative, mais je suis assez optimiste et je me dis qu'on va pouvoir développer tout ça et à développer des thématiques différentes et à avoir plein de collègues qui se forment à l'animation pour que les médiations restauratives puissent être prises en charge rapidement. Ceci dit, moi, concernant la deuxième médiation que j'ai animée, euh, peut-être qu'on l'a débuté l'animation trop tôt. Et que des fois, débuter l'animation trop tôt, c'est pas forcément non plus adapté. Donc, il faut aussi savoir juger de tout ça avant de commencer une animation ou pendant les ateliers de préparation. Merci beaucoup à toutes les deux. Il nous reste 10 petites minutes avant qu'on passe aux questions des participants. Euh, Est-ce que, pour conclure, vous pouvez aborder un petit peu les constats de l'information sur votre territoire, avec le recul, ce que vous constatez, et nous faire état des défis auxquels vous êtes encore confrontés? Bah, sur les constats par rapport à l'information, on voit quand même que ce qui est le plus adapté, c'est l'information orale et que c'est important qu'elle soit faite au bon moment, qu'elle soit soutenue par des outils adaptés, qu'elle soit claire et que la personne qui donne cette information se soit aussi appropriée les dispositifs. Et l'information, mais c'est important qu'elle se fasse pas qu'à un seul moment, qu'elle se fasse à tous les stades de la procédure, par différents professionnels, et que ces professionnels soient en mesure ensuite d'orienter les personnes. Ça, sur les défis, bah, c'est sûr que continuer à sensibiliser nos partenaires, les différents professionnels pour que l'information circule au maximum, parce que je sais pas, par exemple, dans les commissariats, les gendarmeries, les tribunaux, je suis pas sûre que l'information, elle soit encore très, très développée. Je pense que nous, dans notre réseau et les partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, ça se fait, même si il faut faire des piqûres de rappel quand même assez souvent pour que les gens se disent, ah oui, c'est vrai, la justice restaurative, ça existe, tout ça. Mais je pense qu'il y a encore toute une partie de professionnels qu'il faut aller toucher et le faire régulièrement. Merci beaucoup. Et dans la même idée, je suis tout à fait d'accord du coup avec cette conclusion et je dirais que même nous au sein du service aussi, il faut sans arrêt, je pense, renouveler, les informations aux collègues, voilà, parce que les services tournent, il y a beaucoup, il y a souvent des nouvelles personnes, de tous les agents, voilà, c'est important aussi je pense d'informer aussi nos collègues pour qu'il y ait une meilleure information au final, qui retombe sur les auteurs. Et je voulais aussi dans les défis, peut-être, évoquer le fait que, cette année, nous, on a pu rebondir un petit peu, alors à La Réunion, je pense que c'est plus compliqué parce que vous êtes un peu plus isolés, mais, nous, on a pu jouer un petit peu aussi sur le côté régional, sur certaines actions, par exemple, en se disant qu'on savait qu'il y avait, par exemple, nous, on n'a pas fait cette année de rencontres sur les vifs, on en a pas fait, mais on savait qu'il y en avait une plus ou moins en train d'être, organisée sur un autre SPIP qui était pas très loin. Nous, on a fait ça aussi avec les victimes, du coup, parfois à extraire un petit peu de juste son SPIP et ce que nous on met en place, hein, parce qu'on a autour de nous d'autres, SPIP qui mettent des actions pour parfois mutualiser. Voilà, nous par exemple, on a pris une victime qui venait de Bordeaux, qui était pas du tout, dans la région, mais qui correspondait à ces attentes-là et qui était motivée et qui était du coup, et ça a donné du sens au final aussi à un moment, d'avoir, voilà, des participants qui étaient, sur une thématique, commune à un moment, qui avaient eu une information, qui voulaient à ce moment-là, qui étaient prêts à s'engager sur une action et voilà. Mais bon, c'est sûr que on peut le faire ici à Toulouse parce qu'on a autour, plusieurs, dispositifs qui sont mis en place et que voilà, c'est un peu plus, mais c'est vrai que parfois on s'est un peu empêché de ce côté-là et ça peut être dommage dans le sens où il y a des actions qui sont montées,
des mesures de justice restaurative qui peuvent être montées pas loin et au final, on peut aussi s'en saisir parfois pour orienter quelqu'un, qui se retrouverait chez nous en demande et finalement, on n'aurait pas cette offre-là à ce moment-là, hem sur le SPIP et voilà. Pour moi, il y a vraiment c'est important de trouver, un équilibre entre la nécessité d'informer et la ce qu'on peut derrière aussi être en mesure, de mettre en place, voilà, l'offre qu'on peut avoir sur le terrain, trouver un juste équilibre, entre tout ça, et voilà. Mmh. Merci, merci beaucoup encore à toutes les 2. C'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Hem, Il y avait la question: «Comment devient-on animateur?» Océane, si tu veux? alors ça, c'est une question d'ordre plus, général. Alors comment, mais on peut y répondre, puisqu'on a un petit peu de temps. Pour devenir animateur, il faut suivre une formation, qui permet de développer les compétences et les qualités pour devenir, animateur. L'idéal, pour être, animateur, c'est, de pouvoir, être, issu de structures partenaires, donc le service pénitentiaire, les associations d'aide aux victimes ou la PJJ, puisque dans le cadre des missions habituelles, ces professionnels ont la possibilité d'avoir des missions de justice restaurative. Voilà. Et vous pouvez retrouver toutes nos formations sur le site de l'IFJR. Alors j'ai des questions pour vous peut-être pour lancer un petit peu les personnes présentes. Euh, alors peut-être, comme on n'a pas parlé encore du contenu de l'information, quels sont les éléments qui vous semblent essentiels à transmettre lors de la première information? On sait que c'est parfois difficile pour les professionnels de passer ce pas-là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y vais. Dans la première, alors, pardon. La première information, ben, moi, ce qui me semble important, c'est de bien expliquer que, l'objectif, c'est de créer un espace de dialogue, de mettre en place un espace de dialogue sécurisé, en présence d'un animateur qui a été formé pour ça, spécialement formé pour ça, et de rappeler, à la personne les principales garanties, notamment, la confidentialité, des échanges, le fait que ce soit une démarche volontaire, qu'à tout moment, elle peut arrêter la démarche. Le fait, pour notamment, je parle des auteurs, le fait qu'il n'y ait aucune contrepartie à la participation au dispositif de JR. Voilà, je pense que c'est important de rappeler les garanties, toutes ces garanties-là, et le fait qu'à minima, il faut qu'il y ait une reconnaissance des faits. Là, on parle surtout des auteurs et de la qualité de victime concernant la victime. Et je pense que c'est ces garanties majeures qu'il faut rappeler et puis être à même de donner les coordonnées si la personne veut ensuite reprendre contact. Marion, si tu vois des précisions. Non, effectivement, c'est tout à fait ça. Après des fois, quand on fait une toute première sensibilisation, moi je suis un peu plus généraliste en présentant essentiellement, ce que c'est globalement que la justice restaurative et les principales mesures. Par exemple, lors du café restauratif, on était un peu moins dans les détails, juste l'idée, c'était surtout de présenter que ça existait et puis, les principales actions qu'il pouvait y avoir. Mais effectivement, enfin, en tout cas, nous, ce qui a guidé, notre rencontre, ça a vraiment été la sécurité. Effectivement, c'est quelque chose qui, que ce soit du côté des auteurs ou des victimes, qui est, déterminant. Parce que les personnes, dès qu'elles entendent, ce mot, quand elles voient le cadre dans lequel, elles vont pouvoir, participer, c'est tout de suite, très rassurant et je pense que c'est vraiment ça les conditions préalables. Je suis tout à fait d'accord avec Émilie sur ça. Mmh. Merci. Hem, alors, il y a une personne qui demande dans le chat si, les personnes sont plutôt intéressées par la médiation restaurative ou les rencontres de groupe?
Est-ce que vous avez une vue sur ça? Moi, de mon expérience, je dirais que enfin, si je pense plutôt au ciné-débat et aux entretiens individuels, donc vraiment mon expérience, on partait plutôt sur des médiations restauratives. Mais c'est pas parce qu'on part sur une médiation restaurative qu'à la suite, ça va pas évoluer vers une rencontre condamnée et détenue victime. C'est vrai que dans un premier temps, c'était plutôt euh, pour les auteurs voir leurs victimes et dire des choses à leurs victimes. Mais après, pour plein de raisons, ça évolue. Bah, peut-être que les victimes répondront pas et qu'au final, ils voudront quand même être dans un dispositif du coup de RCV ou RDV. Donc voilà, ça peut évoluer, mais moi plutôt DMR à la base. D'accord, oui, des médiations restauratives. Merci beaucoup. Moi, Ouais. j'aurais fait un petit avant, avant et après, le film, je verrai toujours au visage parce qu'on était pas mal sur, la médiation. En tout cas, nous, c'était aussi quelque chose qui ressortait beaucoup. Après le film, quand même, souvent les gens ont enfin, l'impression qu'on a eu nous, quand on a fait des sensibilisations comme ça en parlant beaucoup, c'était beaucoup les rencontres qui ressortaient sur, voilà. Les gens qui avaient vu le film nous disaient: «Ah oui, ces rencontres, on se met en cercle, on prend un bâton de parole». C'était assez marquant en fait, plus sur le presque la technique ou la gestuelle ou je sais pas ce qui ressortait vraiment. Mais en tout cas, quand on faisait des sensibilisations un peu de masse, c'était vraiment l'élément qui ressortait le plus. Hem, je dirais que c'est assez équilibré. Nous, on a finalement des demandes de médiation, mais aussi quand même pas mal de demandes de rencontres. Heu, je pense que chaque mesure, en fait, chaque personne se saisit de la mesure finalement, au moment de sa vie qui correspond le plus, en tout cas à son parcours, à l'état enfin là où elle en est et surtout ce qu'elle a envie d'en faire, c'est, souvent, on a personne en tout cas, on a personne qui est sur liste d'attente sur, toutes les mesures, par exemple. Ça n'arrive jamais. On a des gens qui demandent à participer à telle ou telle mesure. Mais on n'a pas quelqu'un qui dirait: «Tiens, c'est soit une médiation, soit une rencontre, soit appelez-moi, on verra bien». C'est vraiment soit on nous dit: «Moi, je veux participer à une rencontre» ou «Je veux participer à une médiation», Mmh. OK. Si, oui, d'où l'importance de pouvoir proposer vraiment une offre complète ouais. de justice restaurative, hein. Mmh. Merci beaucoup. On a une autre question. Qu'est-ce qui ressort le plus, selon vous, comme motivation profonde des auteurs, à s'intéresser à la justice restaurative? Et ben Alors, bah, c'est pas. Vas-y, Mario. non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Bah, souvent, c'est pouvoir échanger tout simplement. C'est sur le contenu même, c'est pas forcément tout à fait précis au départ, mais c'est pouvoir donner des explications sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi. Des fois, il y a la notion de pardon, de vouloir s'excuser, pas toujours, mais des fois, elle est là. Ou des fois, il y a aussi parler des répercussions aussi que lui a eues en tant qu'auteur. Donc, les motivations, elles peuvent être très, très, très différentes à la base. Moi, le monsieur que j'ai orienté dernièrement, c'était échanger avec sa fille, pouvoir échanger à nouveau avec sa fille et lui expliquer pourquoi. Souvent, c'est ça le pourquoi. Nous, sur la rencontre qu'on a animée très récemment, on était, donc du coup sur des gros profils, hein, des auteurs avec, qui avaient des années d'incarcération derrière. Ce qui a été beaucoup mis en avant dans les motivations à participer, par exemple, à une rencontre comme ça, une mesure de justice restaurative, hein, c'était la volonté, d'aller au-delà. C'est des gens qui avaient expérimenté plein de choses, de l'ordre des soins ou des actions collectives ou, mais qui gardaient au fond d'eux, ils avaient l'impression de pas avoir été, au bout de ce qu'ils pouvaient apporter en termes de réflexion, voilà. Et pour beaucoup, ce qui est ressorti, c'était la volonté de se confronter à des victimes pour comprendre encore mieux eux-mêmes leur propre passage à l'acte et les conséquences que ça aurait pu avoir, sur les victimes. Et c'est quelque chose qui était verbalisé dans les attentes et qui est beaucoup ressorti aussi au moment du bilan. Donc c'est, voilà, c'est des motivations souvent, hem individuelle, mais aussi collective au final, d'essayer de prolonger la réflexion. Je dirais ça un petit peu comme ça, de prolonger un petit peu la réflexion, en tout cas sur le parcours d'exécution de la peine du côté des auteurs, bien sûr. Mmh. Merci beaucoup, à toutes les 2. Vous pouvez retrouver, l'Observatoire, de la justice restaurative, travaille du coup sur les attentes des personnes et à la suite, de témoignages, il y a une analyse qui en est faite et qui est disponible sur le site, de l'IFJR. Vous pouvez retrouver, les informations aussi à ce niveau-là.
On a une nouvelle question. En tant qu'animatrice de justice restaurative, est-ce que, dès l'information, vous avez eu l'impression que certains auteurs n'étaient pas prêts? Vous avez pu évaluer qu'il n'était pas prêt au niveau de l'information. Est-ce que vous commencez des entretiens préparatoires ou est-ce que vous lui dites dès la fin de l'information? Moi, je trouve que c'est un petit peu difficile de mettre un terme à une demande de justice restaurative dès l'information. On va déjà au minimum aller vers une information complète avec tout, contextualiser tout. Et pour moi, si la personne est motivée, je ferai quand même des entretiens préparatoires, hein. Nous, on a fait des entretiens préparatoires auteurs et victimes avec des personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais parce que c'était déjà de la justice restaurative de participer à ces entretiens. Et puis, ça permet aussi, de pas aller jusqu'au bout, mais dans un contexte déjà sécuritaire, d'avoir pu poser les choses, d'avoir pu faire des entretiens, en allant jusqu'au bout des choses et comprendre pourquoi la personne elle était pas prête. Ça vient pas forcément que de nous, hein. Nous, dans notre situation, c'est les personnes aussi toutes seules qui se sont rendues compte au bout d'un moment c'était pas le bon timing, que ça sera peut-être dans 2 ans, mais ça l'était pas pour le moment. Heu, Moi, j'aurais tendance à mener des enfin, sauf s'il y a vraiment quelque chose de rédhibitoire, quelqu'un qui reconnaîtrait pas les faits ou qui serait vraiment dans l'opposition ou qui aurait un discours, par rapport aux victimes qui serait totalement, inadapté. Mais, sur quelqu'un à qui on a présenté la justice restaurative, ce que c'est que les mesures ou qu'est-ce que, je pense qu'aller en entretien préparatoire, c'est intéressant. Nous, sachant que, par exemple, l'information, elle est donnée, comme je disais tout à l'heure, par les bénévoles, ils vont pas du tout, voilà, ils transmettent les informations, ils répondent aux questions. Après, vraiment, on échange en groupe projet. On voit ce qui ressort des entretiens d'information. Et c'est vrai que quand on discute des situations, notamment les demandes de médiation, on voit, alors pas forcément que la personne n'est pas prête, mais par exemple que ses attentes ne correspondent pas vraiment à des attentes de justice restaurative. Mais après, je rejoins Marion. Je pense que c'est intéressant de commencer quand même les entretiens préparatoires parce que ben, les attentes, elles peuvent aussi évoluer. Si la personne n'est pas prête et qu'on sent qu'elle n'est pas en sécurité, ben, par contre, bien sûr, on mettra, enfin voilà, on fera le point avec la personne parce qu'on n'emmènera pas au dialogue une personne qui n'est pas prête et que ça peut mettre en danger. Donc, on le lui dira de manière très transparente. Mais après, faut voir ce que ça veut dire aussi ne pas être prête, parce que ça peut avoir beaucoup d'incidences, ça peut. Moi, je pense qu'il y a surtout des personnes au départ qui ont des attentes qui sont pas très précises et qu'on va travailler dans les ateliers préparatoires. Moi, je vois la médiation que j'ai en cours. On a fait 3 ateliers préparatoires. L'attente qui avait été exprimée au départ, la demande aussi qui avait été exprimée au départ, elle est plus du tout la même au 3e entretien. Donc, c'est ça qui est important, c'est que ces ateliers préparatoires-là, ça aide aussi la personne à définir ses attentes et sa demande. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que l'information, c'est vraiment un travail d'appropriation pour les personnes, hein. Et le temps d'engendrer l'information, de pouvoir la comprendre, la digérer, c'est un processus qui peut mettre du temps. Et en une seule fois, c'est sûr qu'on ne peut pas évaluer si la personne est prête ou pas. Et l'information se mêle aux entretiens préparatoires aussi. Donc, ouais. Merci beaucoup. Ah, une autre question. Combien de temps par semaine en moyenne consacrez-vous à la justice restaurative? Sacrée question. En Oui. temps normal, quand on n'est pas sur l'animation d'une rencontre, je dirais que c'est plutôt, alors il y a des petites actions, comme l'orientation d'une personne qu'on va inscrire sur la liste d'attente ou, répondre justement, faire une information, complète. Ça, c'est de l'ordre de quelques quarts d'heure par-ci par-là. Après, quand on rentre vraiment dans l'animation d'une rencontre, moi, j'avais une journée par semaine totalement dédiée à la justice restaurative, sur mon temps de travail. Tous les lundis, c'était entretien préparatoire. Après, tous les lundis, c'était animation de la rencontre. Voilà, donc c'était un temps, totalement dédié. Alors c'est sur notre action, ça a été 8 mois, 4 mois d'entretien préparatoire,
5 semaines de rencontres, hein, puis un bilan. Un peu moins que 8 mois parce que finalement quand on fait les rencontres en soirée ou voilà, mais en tout cas, malgré tout, ça demandait de la préparation, ça demandait des supervisions, ça demandait, une organisation pour accompagner les victimes, enfin voilà. Malgré tout, moi, j'ai eu globalement pendant 8 mois, mes lundis qui étaient dédiés à l'animation, de ces rencontres, alors qui étaient pas dédiés sur mon organigramme de travail. C'était vraiment une organisation, personnelle par rapport à mon temps de travail avec, quelques petites décharges de certaines choses, hein. Mais voilà, c'est quand on mène une action, ça prend, c'est quand même un temps important. Merci beaucoup. Moi, déjà tous les mois, il y a le groupe projet, donc une demi-journée. Et ensuite, quand il y a la préparation des ciné-débats, voilà, il est aussi sur une demi-journée avec un peu de préparation, même si j'ai de la chance d'avoir un coordinateur culturel qui gère super bien. Quand j'anime une médiation comme en ce moment, bah, l'entretien préparatoire, c'est une demi-journée. La supervision, c'est une demi-journée, souvent la même journée, comme ça, voilà, on est à chaud. Après, bah, c'est vrai que comme c'est quand même des dispositifs, voilà, c'est pas évident à animer quand c'est les premières animations. On n'est pas forcément super à l'aise. En tant que professionnel, ça nous fait aussi nous remettre en question. Voilà, c'est pas notre pratique habituelle. Donc, ben, moi, j'avoue que je regarde à chaque fois la vidéo de Catherine Rossi sur l'approche relationnelle. Je relis certaines choses. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi en tant que professionnel, il faut qu'on aussi, on se rassure pour ces animations. Donc, il y a tout ce temps-là aussi qui n'est pas forcément comptabilisé, mais qui est important, notamment sur les premières animations. Mm. Et en entretien individuel, ça vous prend combien de temps d'informer une personne? Bon, un entretien individuel, ça prend pas très longtemps, surtout quand la personne a des attentes JR et qu'on les décèle. Une dizaine de minutes, après ça va dépendre des questions, mais une dizaine de minutes, ça suffit déjà pour donner l'information principale, répondre aux questions et orienter la personne si besoin. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus de questions dans le chat. On va arriver à la fin du temps qui est consacré à l'information pour les personnes auteurs. Alors, encore une fois, merci à toutes les deux pour ces partages d'expériences qui sont très précieux. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée